Merci d'être présent pour les semaines de l'évolution professionnelle, pour ce webinaire un petit peu particulier qui va parler de reconversion et puis de tous les dispositifs qui sont à la main des salariés justement pour réfléchir à une reconversion. Quelques petits mots avant qu'on démarre sur la façon dont ce webinaire va se dérouler. Alors, vous verrez, il y aura plusieurs parties. J'ai mon collègue Corentin qui est avec nous, que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, mais qui est néanmoins très présent puisque c'est lui qui va lire tous vos messages sur le chat. Et puis, donc, je vais vous faire une présentation, puis je vais essayer de répondre à toutes vos questions, puisque la reconversion, ça peut être un sujet sensible, en tout cas un sujet très engageant. Avant toute chose, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, vos micros sont désactivés, mais c'est délibéré de notre part puisque vous êtes très nombreux et vous venez de toute la France et ça peut vite être un brouhaha si chacun a son micro d'allumé. Mais bon, on tentera quand même de répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à passer par le chat pour vous exprimer. Vous êtes ici dans les semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent donc cette semaine et la semaine prochaine, qui sont organisées par l'APEC et par le réseau Avenir Actif au niveau national. Avenir Actif étant l'opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants, et l'APEC étant également l'opérateur du conseil en évolution professionnelle, plus spécifiquement pour les personnes qui ont un statut cadre. Les semaines de l'évolution professionnelle sont organisées maintenant depuis plusieurs années sur le mois d'octobre, pour justement pouvoir vous proposer des informations et des ateliers qui sont en lien avec les questions que vous pouvez vous poser. Tous ces événements sont gratuits et sont proposés sous un format 100% digital. Donc, vous pouvez retrouver sur le site des semaines de l'évolution professionnelle le programme complet. Donc, voilà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plus de 75 thématiques dont vous pouvez vous emparer. Et je voulais aussi vous préciser que des replays seront proposés également pour pouvoir vous permettre peut-être de revisionner certains webinaires puisque vous allez voir qu'on va vous donner beaucoup d'informations et parfois un deuxième visionnage peut être intéressant pour vous. Juste, donc, quelques mots pour me présenter. Donc, moi, je suis Virginie Augros, je suis coordinatrice pédagogique du réseau Avenir Actif dans la région Occitanie. Je devrais avoir avec moi Freddy Leno, qui est chargé de mission partenariat et territoire chez Transition Pro Occitanie, mais qui rencontre quelques problèmes pour se connecter. Donc, j'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, voilà, si elle n'y parvient pas, moi-même, je vous donnerai les informations qu'elle voulait vous communiquer aujourd'hui. Donc, vous ne serez pas lésés par son absence si jamais la technique nous faisait défaut. C'est les joies du direct. Et bien parfois, vous n'êtes pas sans savoir que le direct et la technique nous jouent des tours. Donc, le support, la thématique d'aujourd'hui concerne la reconversion professionnelle. De quoi on va parler plus précisément ? Eh bien, on va aborder ensemble les sujets essentiels qui fondent une reconversion, à savoir une reconversion, à quoi ça sert, comment je peux réfléchir sur ce sujet-là, quelles sont les questions que je peux me poser, puis quelles sont les grandes étapes que je vais devoir franchir pour pouvoir réussir ma reconversion en ayant pesé les tenants, les aboutissants, les plus, les moins, et surtout en partant avec une feuille de route qui soit la plus claire et qui me corresponde le plus. Une fois cette partie introductive sur les grandes étapes de la reconversion, on parlera des grands dispositifs qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans vos souhaits. Alors, c'est des dispositifs de financement pour la plupart, mais ça peut être aussi des dispositifs qui peuvent vous aider à vous engager dans la reconversion. Et puis, en conclusion, je vous parlerai de la façon dont le conseil en évolution professionnelle, qu'il soit dispensé par l'APEC ou par Avenir Actif, peut venir en soutien, venir vous apporter de l'information et venir vous accompagner dans vos souhaits de reconversion.
Donc, tout d'abord, la reconversion, eh bien, pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent les personnes à se poser la question de « et si je changeais de métier ?» Souvent, les raisons les plus fréquentes, ça correspond à des motifs d'insatisfaction par rapport à son métier actuel. Ben voilà, j'exerce un métier qui ne m'épanouit plus, j'ai des conditions de travail qui ne correspondent plus à ma vie personnelle ou à ma vie familiale. Il peut y avoir des conflits aussi dans certaines entreprises ou bien un secteur d'activité qui peut être menacé ou tout simplement avoir atteint aussi un plafond dans l'évolution professionnelle que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Donc souvent, ça c'est un motif qui est assez fréquent, qui pousse les personnes à se poser la question de savoir si elles n'engageraient pas une reconversion. Il y a une deuxième raison aussi qui est très fréquente, c'est une problématique de santé qui s'impose à vous et qui vous empêche d'exercer votre métier. En tout cas, qui vous empêche de l'exercer dans des bonnes conditions. Quand on parle de problématiques de santé, on ne parle pas forcément que de problématiques de santé physique, ça peut être aussi des problématiques de santé psychique que vous auriez développées. Mais en tout cas, voilà, souvent, là, c'est une reconversion qui est beaucoup plus subie puisque c'est le problème de santé qui va s'imposer à vous. Et puis, il y a une troisième raison qu'on n'évoque pas très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui aiment tout simplement changer. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez envie d'autre chose, vous avez besoin de nouveautés. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi le bon moment pour vous pour envisager d'apporter un changement dans votre vie professionnelle. Quand on parle de reconversion, on parle, comme je viens de le faire, très souvent de changement de métier. Parfois, ce n'est pas un changement de métier, une reconversion. Ça peut être un changement d'environnement professionnel, tout simplement, ou même un changement de statut. Ça peut être quelqu'un qui exerce son métier sous statut salarié et puis qui va avoir envie de l'exercer sous un statut indépendant par la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise. Donc voilà, quand on dit reconversion, on pense souvent changement de métier. Ce n'est pas nécessairement un changement de métier. Je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui serait aide-soignant, par exemple, qui travaillerait à l'hôpital et qui aurait peut-être envie d'exercer son métier auprès de personnes handicapées ou auprès de personnes âgées, et donc là, qui changerait pour travailler dans un institut spécialisé ou bien dans une maison de retraite. On appelle ça aussi une reconversion, même si à strictement parler, il n'y a pas de changement de métier. Alors, quelques questions à se poser tout de même quand la reconversion vient à votre esprit. Donc, déjà, examinez vos motivations. C'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi qui a fait qu'un matin, vous vous êtes réveillé en disant il faut que quelque chose change? En général, c'est qu'il nous manque quelque chose dans notre exercice professionnel. Donc, essayez d'identifier qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui ne répond plus à vos attentes. Donc, là, c'est plus sur le versant négatif, mais après, sur le versant positif, c'est de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait vibrer, qu'est-ce qui me donnerait envie et qui renouvellerait un petit peu ma motivation au travail. Et puis, comme je vous le disais, est-ce qu'un changement de métier, c'est vraiment ça qu'il me faut? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative, un pas de côté à faire plutôt qu'un changement de direction radical? Donc, voilà, se poser la question de est-ce que la reconversion totale est la bonne réponse à votre situation et à votre besoin. Parfois, ça peut être aussi une insatisfaction passagère qui vous fait vous poser la question de la reconversion et se donner du temps ou engager le dialogue avec son responsable, par exemple. Ça peut permettre d'apaiser les choses et de revenir sur cette idée de reconversion qui est parfois un petit peu radicale. En tout cas, voilà, faites-vous un petit tableau, les petites colonnes plus, moins comme on faisait quand nous étions bien plus jeunes. Qu'est-ce que je garde pour l'avenir? Donc, qu'est-ce qui est positif pour moi dans mon métier aujourd'hui et dans la façon dont je l'exerce? Et de quoi j'ai plus envie? Et surtout, qu'est-ce que je tiens absolument à retrouver pour l'avenir? Donc voilà, j'exerce un métier de contact. Pour moi, il est très important
de continuer à travailler en contact avec des personnes. Si c'est très important pour vous, ça fait partie de vos valeurs, c'est un élément à garder en tête au moment où vous allez envisager cette reconversion. Autre question à se poser, quelles sont vos idées? On a parlé d'envie, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà des idées qui seraient en lien avec ce qui m'intéresse, qui seraient en lien avec mes valeurs, qui seraient en lien aussi avec mon équilibre de vie? Donc voilà, comment s'articule ma vie professionnelle et ma vie personnelle? Est-ce que c'est ça qui coince dans mon métier actuel? Voilà, j'ai des horaires qui ne correspondent plus à ma vie de famille et aujourd'hui, je voudrais trouver un exercice professionnel qui me permettrait de préserver cette vie de famille. Ça peut être aussi une thématique. Autre thématique, des choses très prosaïques. Quelle est ma zone géographique? Combien de kilomètres ou quel temps de trajet je suis prêt à assumer pour pouvoir me rendre au travail? Et puis, est-ce que j'ai déjà une idée précise ou est-ce que j'ai besoin qu'on m'aide un petit peu à faire le tri, à m'orienter dans tous les métiers possibles? Mais en tout cas, voilà, ces questions-là, c'est vraiment les premières étapes à se poser avant d'engager une quelconque décision que ce soit. C'est le point de départ, mais il y a d'autres étapes à franchir. Une reconversion n'est pas un chemin tout tracé. Vous voyez sur mon écran que c'est plutôt un chemin sinueux. Donc, faire un premier point sur votre situation. Donc, identifier c'est quoi la situation aujourd'hui qui me fait poser cette question. Ah, je vois ma collègue arriver. Je vous présente Frédie Lénaud, dont je vous ai dit quelques mots. Désolée pour le retard, nous n'arrivions pas à nous connecter. Je suis là. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, première étape, faire un état des lieux de votre situation. Deuxième étape, on en a un petit peu parlé, identifier quels sont vos intérêts, vos ressources, vos compétences, au moins celles que vous souhaitez retrouver pour l'avenir. À quoi vous aspirez? Donc, quels sont… faire un petit peu un état des lieux de ce que j'appelle, moi, la boîte à outils. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils qui va pouvoir me resservir par la suite? À partir de là, commencez à dessiner des pistes d'évolution professionnelle ou de reconversion professionnelle. Et puis, petit à petit, vous allez vous confronter à la réalité. Se confronter à la réalité, ça va vous permettre de faire des choix. On a souvent des idées de métier et on s'en fait des représentations qui sont parfois erronées. Aller se confronter, ça permet parfois de détricoter un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur les métiers. Se confronter, ça passe par plusieurs types d'actions que vous pouvez mettre en place. Ça peut être faire des recherches, tout simplement. Les recherches documentaires sur Internet, vous avez tout un tas de ressources, des fiches métiers, des descriptifs de métiers, des vidéos, des témoignages de professionnels. Ça peut être aussi aller rencontrer des professionnels de votre zone géographique qui vont vous pouvoir parler de leur métier de façon un peu subjective, qui vont vous dire, pour moi, les avantages du métier, c'est ça, les inconvénients, c'est ça. Et puis, moi, ce que je conseille toujours, c'est de rencontrer plusieurs professionnels, parce que comme nous sommes des êtres humains, deux personnes qui exercent le même métier, même dans le même environnement professionnel, ils ne vont pas forcément aimer les mêmes choses ou moins aimer certaines autres. Donc, ça va vous permettre aussi de vous faire une opinion un peu nuancée. Et puis, on a aussi une autre piste qui est l'immersion en milieu professionnel que vous pouvez tout à fait mettre en place pour pouvoir vivre le métier. Voilà, avoir une idée une journée de travail sur le métier que je souhaite explorer, comment ça se passe en réalité. Et enfin, ne pas oublier qu'un projet, il se construit… alors, on peut le rêver, mais en tout cas, il faut que derrière, vous ayez des perspectives d'emploi. Donc, bien analyser aussi le marché du travail. Si cette confrontation vous a permis de confirmer votre choix de métier, votre choix de reconversion, là, il va vous falloir construire un plan d'action. Un changement de métier, ça implique bien souvent une période de formation. Quelle formation? À quel moment? Avec quel organisme? Comment je m'organise? Donc, on parle là de mettre en place un plan d'action. Et puis, si jamais cette période de confrontation ne vous a pas aidé à confirmer votre projet, c'est une boucle que vous allez refaire. Vous allez
réexplorer d'autres pistes et puis à nouveau vous confronter à d'autres pistes que vous auriez identifiées. Quand on dit mettre en place un projet de formation, ce n'est pas juste un contenu de formation qui correspondrait aux métiers et aux attentes aussi des employeurs sur le terrain professionnel, mais c'est aussi étudier les possibilités de financement. Et au cours de ce webinaire, on va vous proposer aussi un petit panorama des dispositifs de financement qui existent pour les salariés. Alors, si vous avez déjà une idée, ou quand vous avez réussi à dégager une idée à travers les investigations que vous avez faites, il va vous falloir creuser néanmoins. Donc, je vous parlais de se confronter. Ça va être vraiment très en profondeur, aller vérifier les missions, les conditions de travail. On parlait d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Ben, les conditions de travail, ça en fait partie, hein. Les horaires, est-ce qu'il y a des déplacements, etc., etc. Si vous envisagez une reconversion parce que vous avez des problématiques de santé, il va falloir aussi vérifier que l'exercice du métier est compatible avec votre état de santé. Allez vérifier aussi auprès des professionnels mais comment est-ce qu'on accède au métier. Est-ce que c'est un métier où on va vous demander plutôt tel diplôme ou plutôt tel diplôme? Est-ce qu'on va plutôt rechercher des profils expérimentés ou est-ce que le fait d'être débutant n'est pas un obstacle? Et puis, quels sont les diplômes les plus recherchés par les employeurs? Donc ça, c'est vraiment des informations que vous pouvez trouver à travers vos recherches, mais également en allant échanger avec des professionnels du secteur ou en réalisant une immersion. Pour vous aider sur le support, on vous a mis quelques supports quelques supports en ligne qui peuvent vraiment vous aider dans l'exploration de ces dimensions-là du métier, à savoir les fiches métiers de France Travail qui sont vraiment très descriptives des emplois, les sites métiers de l'ONICEP aussi. Et puis, vous avez aussi tout un tas de documents sur la grande bibliothèque de France Compétences, notamment les chiffres clés de l'emploi. On disait qu'il faut vérifier qu'il y ait de l'emploi. Les chiffres clés de l'emploi, il y a des études, il y a des rapports sur les secteurs, il y a des répertoires sur les métiers. Et enfin, on n'y pense pas toujours, il y a les observatoires des branches professionnelles. Chaque branche professionnelle a comme mission d'observer les métiers, leurs évolutions et comment le marché du travail se porte en région et au niveau national. Donc, allez voir aussi les observatoires des branches professionnelles, ça peut être parfois très éclairant, notamment sur les besoins en main-d'œuvre. Et puis voilà, et puis donc se confronter au marché du travail. Donc, est-ce que autour de chez vous, ou en tout cas dans votre zone de mobilité, les perspectives d'emploi existent? S'il n'y en a pas, posez-vous la question de savoir si un changement de zone est envisageable pour vous, et puis combien il y a d'employeurs, est-ce qu'il y a des offres d'emploi, quelles sont les caractéristiques des emplois, est-ce que c'est plutôt des CDD, des CDI, du temps plein, du temps partiel, voilà. Même chose, quelques outils qui vont vous être communiqués également. Les offres d'emploi de France Travail, ça reste quand même, voilà, pour faire des statistiques, hein. Vous tapez le nom du métier que vous souhaitez explorer, vous mettez votre zone géographique et très rapidement, vous allez pouvoir voir le nombre d'emplois et leur nature. Vous avez aussi une enquête qui s'appelle les besoins en main-d'œuvre, qui est une enquête qui est réalisée par France Travail chaque année, qui interroge toutes les entreprises de France et de Navarre sur leur projet de recrutement pour l'année suivante. Donc ça va vous permettre également de voir quels sont les secteurs et les métiers sur lesquels il y a des pénuries de main-d'œuvre peut-être, et où peut-être vous auriez une carte à jouer. Et encore une fois, les différents observatoires, celui de France Travail, celui de la région, par exemple, de la région qui est la vôtre. Et puis, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas d'idée, voilà, j'aimerais changer, mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'idée et j'aimerais bien être guidée. Vous avez différents outils aussi à votre disposition. Alors, le conseil en évolution professionnelle, je vais vous en parler
Je vais vous en parler plus en profondeur tout à l'heure. C'est un service qui est ouvert à tous les salariés du secteur privé, tous les indépendants, qui est gratuit, qui est confidentiel, qui est neutre, qui propose des lieux d'accueil au plus près de chez vous sur tous les territoires français. Il y a un maillage qui est vraiment très, très fin sur le territoire français. Et puis, qui vous permet d'être accompagné par une personne sur un ou plusieurs rendez-vous, hein, et pour pouvoir travailler justement sur un projet professionnel. Donc, le conseil en évolution professionnelle, ça peut être une première clé d'entrée. Et ensuite, il existe des dispositifs d'accompagnement qui sont un peu plus… alors, qui peuvent être gratuits ou payants. Vous avez le bilan de compétences qui va vous permettre une exploration de vous un petit peu plus approfondie sur un temps dédié. Ça se finance avec du CPF en général, le bilan de compétences. Il existe aussi des prestations d'accompagnement qui sont spécifiques pour les travailleurs handicapés, qui peuvent être financées par l'AGEFIP, par exemple, et des prestations d'accompagnement au projet qui sont financées par France Travail. Mais je crois savoir que vous êtes en grande majorité des salariés ou des indépendants. Donc, votre bon interlocuteur, ça va être plutôt le conseil en évolution professionnelle, même si le bilan de compétences, hein, c'est un très bon outil justement pour à un moment donné faire un point sur soi, sur nos souhaits, nos projets, nos compétences. Alors, je vous propose qu'on marque un premier temps pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, ce webinaire est-il aussi pour les personnes qui veulent se reconvertir en profession libérale, auto-entrepreneur? Oui, bien sûr. Je vous disais, la reconversion, ce n'est pas forcément un changement de métier, ça peut être un changement de statut. Donc oui, tout à fait. J'ai des questions aussi sur les salariés de droit public. Alors, le conseil en évolution professionnelle, tel que nous le pratiquons chez Avenir Actif et chez les différents acteurs, malheureusement, il est dédié aux salariés du secteur privé. Pour le secteur public, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les administrations dont vous dépendez, si vous êtes dans ce cas. Donc, pour la fonction publique territoriale, ben voilà, c'est la fonction RH de votre fonction publique, de votre collectivité territoriale. Fonction publique hospitalière, ça va être le service RH de l'établissement pour lequel vous travaillez. Et fonction publique d'État, ça va être aussi le service RH dont vous dépendez. Donc, malheureusement, vous n'êtes pas intégré en tant que service public dans le conseil en évolution professionnelle tel qu'il est là. Vous devez obligatoirement passer par votre administration. Oui, il y aura, donc pour répondre, oui, il y aura un replay sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Mon collègue Corentin vous a mis les liens qui sont déjà dans le support, mais vous aurez également le support, hein, vous les trouvez dans le chat, donc vous pouvez tout à fait les récupérer. Patricia Cadet qui nous dit que c'est compliqué, la reconversion. Oui, ce n'est pas une démarche facile. Alors, pour une personne de 50 ans, la reconversion est-elle plus compliquée ou pas? Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas réellement de règle. On peut penser que pour quelqu'un de plus de 50 ans, la reconversion est compliquée. En tout cas, cette réflexion sur la reconversion, elle n'est pas du tout compliquée. Enfin, elle n'est pas compliquée. Si, c'est complexe. Mais il faut prendre en compte aussi les réalités sociétales et notamment en termes d'insertion sur le marché de l'emploi. Nous, ce qu'on perçoit, c'est que les choses sont un peu en train de changer néanmoins. Donc, à 50 ans, on peut tout à fait envisager une reconversion et à tout âge, j'ai envie de dire. Alors, j'ai des questions sur le bilan de compétences. Oui, bien sûr, quand on est en bilan de compétences, on peut tout à fait assister à ce webinaire. Est-ce qu'il est possible de faire des immersions en étant salarié? Oui, tout à fait, à la condition que cette immersion se déroule en dehors de votre temps de travail, donc sur votre temps libre.
Si vous prenez contact avec le conseil en évolution professionnelle, le conseil en évolution professionnelle peut vous proposer des conventions de stage. Les contraintes, c'est que le stage ne peut pas durer plus d'un mois calendaire et doit se dérouler obligatoirement en dehors de votre temps de travail, même si votre employeur est d'accord. Et donc, pas plus de 30 jours calendaires. Et à partir d'une journée, on peut très bien faire une journée d'immersion, ce qui parfois peut suffire pour se faire une idée. Donc, je pense que j'ai répondu à… Ah, j'ai encore une question. Alors, il y a une question sur le dispositif d'émission reconversion. On va y venir, donc je ne vais pas répondre à cette question, tout de suite. Est-ce que mon employeur peut refuser ma reconversion? Je suis personnel d'éducation dans une école. On retouche là au fait de travailler pour la fonction publique. Malheureusement, vous êtes un peu moins outillés en dispositif que les salariés du secteur privé. Donc, malheureusement, j'aurais tendance à dire que oui, vous n'avez pas tout à fait les mêmes leviers que les salariés du secteur privé. Oui, on peut se reconvertir après un déménagement pour suivre un conjoint. C'est aussi une raison, souvent. Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions. L'immersion… Ah non, pardon. Est-ce qu'en maladie ou en congé maternité, il est possible de faire des stages d'immersion? Alors, en congé maternité, oui, sans aucun problème. Quand on est en congé maladie ou en accident du travail, c'est possible aussi à la condition d'obtenir l'avis positif du service social de la CPAM. Le bilan de compétences est également accessible lorsqu'on est en arrêt de travail, toujours avec l'autorisation de la sécurité sociale. Est-ce que l'on peut se faire accompagner avec le CEP et en même temps avec l'APEC? Alors, non, j'y reviendrai en fin de webinaire. Je vais vous expliquer comment ça peut s'articuler. Et la différence entre l'essai encadré et l'immersion, l'essai encadré, il est géré directement par la CPAM et la durée est plus courte. Et l'immersion, voilà, on peut aller jusqu'à un mois. Et des missions reconversion, on va y venir ensuite. Je pense qu'on a balayé toutes les questions. Le temps file, il est déjà 17h27, donc je vais laisser la parole à Freddy qui va vous parler d'abord des deux dispositifs principaux, donc à savoir le PTP et la démission pour reconversion professionnelle. Et je vous dirai aussi quelques mots sur le CPF. Freddy, je te laisse la parole. Merci Virginie. Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, donc juste Freddy Lenot, je représente l'association Transition Pro, petit problème de connexion tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, donc le CEP vous aide à poser les bases de votre projet, savoir pourquoi vous voulez changer, vers quoi vous voulez aller, comment y arriver. Une fois que tout ça est posé, que la question devient concrète, comment concrétiser ce projet, comment le financer, c'est précisément là que Transition Pro rentre en jeu. Donc, nous sommes une association paritaire et nous accompagnons et finançons les projets de reconversion. Et on gère en ce sens plusieurs dispositifs en lien avec ces questions de reconversion et de mobilité professionnelle. Donc, le PTP, projet de transition professionnelle, dans notre jargon PTP, qui est un de nos dispositifs phares et qui permet aux salariés du secteur privé de suivre une formation certifiante sur leur temps de travail ou en dehors de leur temps de travail en vue de changer de métier. Donc, il y a plusieurs éléments importants dans cette définition qui émanent du Code du travail. Le PTP, tout d'abord, s'adresse aux salariés du secteur privé. Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, en CDD, en CDI, mais aussi une possibilité de faire des demandes en tant qu'intermittent ou intérimaire. La formation doit être impérativement certifiante, c'est-à-dire qu'elle doit être inscrite soit au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Ce sont les deux répertoires officiels qui recensent les diplômes, les titres, les certifications de qualification professionnelle reconnues par l'État pour le RNCP et puis dans le cadre du RS des certifications complémentaires aux compétences professionnelles.
Donc, la formation peut être réalisée sur le temps de travail ou en dehors. Et si la formation se déroule pendant un temps habituellement travaillé, le salarié devra faire une demande d'autorisation d'absence à son employeur. Donc, la formation doit permettre un changement de métier. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais donc le critère d'appréciation de ce changement de métier, c'est le code ROM. Hein, donc, il faut que le code ROM du métier de départ doit être différent du code ROM du métier visé pour qu'on puisse considérer qu'on est dans le cadre d'une reconversion et d'un changement de métier. En ce qui concerne les salariés éligibles, il y a des conditions d'ancienneté qui sont spécifiques en fonction des contrats de travail. Par exemple, un salarié en CDI doit justifier de 24 mois d'activité professionnelle au cours de sa carrière, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle il fait la demande. Donc, il y a des conditions aussi pour les CDD, les intérimaires, les intermittents. Je vous invite à les consulter directement sur le site de Transition Pro. Une précision quand même importante, hein, c'est que pour les personnes BOETH, bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il n'y a pas de condition d'ancienneté minimale. Donc, le dispositif PTP permet donc, en cas de financement, une prise en charge sur à la fois les coûts pédagogiques de formation, la rémunération et les frais annexes. Il y a bien sûr des plafonds d'intervention pour les coûts pédagogiques et les salaires hein, qui restent assez confortables. On peut financer dans le cadre du PTP jusqu'à 18 000 € hors taxe dans la limite des 27,45 €. Et en termes de salaire, on prend en charge, donc dans le cas d'une formation sur temps de travail, 100% du salaire à partir du moment où le salarié touche à minima 2 SMIC bruts. Et si effectivement il a un niveau de salaire supérieur, le salaire est plafonné à 90% du brut. Donc, la demande de financement est à réaliser auprès de l'association Transition Pro de votre région, donc de la région où vous travaillez ou la région où vous résidez. Il faut savoir qu'il y a 18 Transitions Pro dans chacune des 18 régions de métropole et d'outre-mer. Donc voilà, ce que je veux rajouter, c'est que Transition Pro, effectivement, ne peut pas financer toutes les demandes qui se présentent, faute de budget suffisant, et donc s'appuie sur une grille de priorité nationale et régionale, et puis sur des critères en lien avec la qualité du projet. Donc, vous allez devoir expliquer votre projet, vos démarches, les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Et là encore, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner dans ces démarches-là. Donc, voilà pour le projet de transition professionnelle. Juste un petit mot peut-être sur les nouveaux dispositifs. Il y a des nouveaux dispositifs aussi gérés par Transition Pro qui sont liés à la prévention et à l'usure professionnelle. La loi portant sur la réforme des retraites d'avril 2024 a introduit 2 nouveaux dispositifs qui donnent des droits supplémentaires aux salariés qui sont exposés à des risques professionnels dans le cadre de l'exercice de leur métier. Donc, voilà, il y a le PUR, le prévention, usure, reconversion, les sigles, bon, désolé pour les sigles un petit peu barbares. Donc, le PUR qui s'appuie sur le C2P et le FIPU, le fonds d'intervention pour la prévention et l'usure, qui permet de financer des actions de maintien dans l'emploi et des actions de reconversion également vers des métiers non exposés à des facteurs de risque. Voilà, donc pour en savoir plus, prenez contact directement avec le Transition Pro, votre Transition Pro régionale. Voilà ce que je peux dire sur le projet de transition professionnelle. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Oui. Alors, auxquelles tu as pu déjà répondre hein, sur, par exemple, peut-on demander un PTP lorsqu'on est BOETH? Donc, tu as déjà répondu. Il n'y a même pas de condition d'ancienneté. Tout à fait. Est-ce qu'un PTP peut se faire durant un arrêt de travail? Alors oui, un PTP peut se faire durant un arrêt de travail, mais on sera sur un PTP en dehors du temps de travail, hors temps de travail.
et il faudra une autorisation du médecin conseil de la CPAM. C'est-à-dire que la formation se déroulera en dehors du temps de travail. Il y aura une prise en charge des coûts de formation, pas de la rémunération, que des coûts de formation. Et effectivement, il faudra une autorisation également de la CPAM vous autorisant à partir en formation voilà, dans le cadre du PTP. On a une personne aussi qui demande si le PTP n'est possible que dans le cas où on s'oriente vers un métier où il y a des pénuries de candidats. Alors, non, pas du tout, mais effectivement, il y a des priorités, j'en parlais tout à l'heure, des priorités en lien avec les métiers à forte perspective d'emploi. Et donc, effectivement, il y a plus de chances de financement si vous vous orientez vers un métier qui est identifié comme étant effectivement porteur. Mais vous pouvez également demander un projet de transition professionnelle sur une formation visant un métier qui n'est pas en tension. Il faudra argumenter, expliquer donc, vos projections à l'issue de la formation, les démarches que vous aurez pu effectuer sur le bassin d'emploi, les entreprises qui recrutent et expliquer effectivement comment vous vous projetez suite à cette formation sur le marché de l'emploi. Mais c'est possible. C'est possible. Le dossier ne sera pas priorisé au regard de la priorité priorité 8 liée au secteur porteur, mais vous aurez la possibilité d'argumenter sur d'autres éléments et puis sur vos perspectives d'insertion à l'issue de la formation. Il y a aussi beaucoup de personnes qui demandent où on peut trouver cette grille de priorité. Alors, la grille de priorité, comme je disais, il faut que vous puissiez la consulter directement sur le site de Transition Pro de votre région. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 10 priorités. Il y a 5 priorités nationales qui concernent toutes les transitions pro et 5 régionales qui dépendent, comme je vous le disais, donc, de la région, du marché de l'emploi, des métiers identifiés comme porteurs ou non. Donc, n'hésitez pas à consulter ces listes directement via le site de Transition Pro de votre région. Il y a aussi une question concernant l'accord de l'employeur. Voilà, comment est-ce qu'un employeur peut refuser à un salarié de mettre en place un PTP? Alors, tout à fait. Donc, il y a effectivement une réglementation qui encadre l'autorisation d'absence. L'employeur, à partir du moment où, je parlais tout à l'heure des conditions d'ouverture de droit pour les salariés en CDI, à partir du moment où vous justifiez donc des conditions nécessaires, 24 mois d'activité professionnelle, dont 12 mois dans l'entreprise, que vous formuliez votre demande, parce qu'il y a des délais réglementaires également, dans les délais, avec un formalisme particulier, parce qu'il y a des, on va dire, il y a dans la lettre de demande d'autorisation d'absence, il y a aussi des éléments à indiquer, des articles de loi, etc. À partir du moment où vous réunissez toutes les conditions, l'employeur ne peut pas refuser que vous partiez en formation dans le cadre du PTP. Par contre, la loi lui accorde la possibilité de reporter votre projet. Reporter votre projet pour 2 raisons, soit parce qu'il y a déjà un certain pourcentage de salariés qui font une formation dans le cadre du PTP en même temps que vous, ou si votre absence peut nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est la raison la plus souvent évoquée par l'employeur. Et donc, effectivement, il peut reporter dans ce cadre-là une fois dans la limite des 9 mois maximum. Donc voilà. Donc après, l'idée étant de pouvoir formaliser votre demande d'absence en envoyant soit un courrier recommandé ou en remettant la lettre d'autorisation d'absence en main propre contre décharge. Quelqu'un demande également si les immersions en entreprise sont obligatoires pour pouvoir faire une demande de PTP. Alors, pas forcément. C'est vrai qu'une immersion, tu en parlais tout à l'heure, Virginie,
et permet d'avoir une bonne représentation du métier, de tester le métier dans les conditions réelles. C'est un des éléments qui peut appuyer une demande, mais il n'y a pas que l'immersion. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réalisé un stage en entreprise que le dossier ne passera pas. Il n'y a pas on va dire, de justificatifs, une liste exhaustive de justificatifs, mais il faudra présenter des preuves que vous avez rencontré des professionnels du métier visé, que vous avez une bonne connaissance du métier, des conditions d'exercice du métier, etc. Donc, pour répondre à la question, c'est pas obligatoire. Mais le stage d'immersion est très significatif, en tout cas, pour pouvoir montrer au commissaire qui statue sur votre projet que vous avez une bonne représentation du métier parce que vous l'avez testé en conditions réelles. On a aussi des questions sur le statut qu'il faut avoir. Donc, juste pour rappeler que le PTP, c'est encore une fois, désolé pour les salariés du secteur public qui sont là, mais c'est un dispositif du secteur privé. Donc, les salariés du secteur public ne peuvent pas accéder à ce dispositif-là, ni les auto-entrepreneurs. Voilà, il faut avoir ni les travailleurs non salariés, exactement, parce que je sais qu'il y a des… Il faut avoir un contrat de travail, que ce soit un CDI, un CDD, des missions d'intérim ou un statut d'intermittent du spectacle aussi. Là, c'est possible, mais pour les auto-entrepreneurs, malheureusement, et les personnes qui travaillent pour le secteur public, malheureusement, le dispositif n'est pas accessible. Et quelqu'un demande si on peut faire appel si le dossier est refusé. Tout à l'heure, tout à fait, pardon, il y a des possibilités de recours. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a un refus à votre demande de financement, ce refus est toujours motivé par la commission. Il y a une possibilité de recours dans les 2 mois qui suivent la décision. Et en parlant de refus, quelqu'un demande aussi s'il y a un délai entre le moment où on reçoit un refus et le moment où on peut redéposer un dossier de demande de PTP. Alors, dès que vous êtes signifié de votre refus, vous pouvez redéposer dans la foulée un dossier PTP. Mais attention, il faut on a des délais d'instruction des dossiers. Donc, il faut que la demande que vous formulez respecte le calendrier de dépôt. Il faut compter à peu près 3 mois et demi à 4 mois. Vous avez le calendrier que vous pouvez… Alors là, je parle de l'Occitanie, excusez-moi, effectivement. Donc là, il faut vous référer, on va dire, au calendrier de dépôt de dossier de votre transition pro de votre région. Et donc, effectivement, il y a des délais. Donc, il faut faire attention à ces délais lorsque vous redéposez une demande. Mais la possibilité, effectivement, de redéposer un dossier est possible dès que vous êtes notifié du refus de la commission, bien entendu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va passer au dispositif démissionnaire. Tu es d'accord avec ça, Freddy? Oui. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut y aller. Donc, la démission reconversion. Donc, c'est un autre dispositif que gère Transition Pro en collaboration avec les conseillers en évolution professionnelle et France Travail. Donc, c'est un dispositif qui permet à un salarié donc, de démissionner de son poste pour mettre en œuvre un projet professionnel, donc soit un projet de formation pour reconversion ou un projet de création et de reprise d'entreprise. Et l'objectif, c'est de bénéficier des allocations retour à l'emploi. Il faut savoir que jusqu'à la réforme 2018 qui a introduit le dispositif et sa mise en œuvre en novembre 2019, pour bénéficier des indemnités chômage, en fait, il fallait qu'il y ait une rupture involontaire du contrat de travail, type licenciement, éco ou personnel, ou une rupture conventionnelle. La démission, qui est une rupture volontaire du contrat, n'ouvrait pas droit à indemnisation, sauf dans de rares exceptions. Et avec ce dispositif, c'est possible. Mais il y a certaines conditions à respecter. Vous devez, donc le salarié de droit privé doit justifier de 5 ans d'activité salariée, donc dans une ou plusieurs entreprises, au moment de la démission, justifier d'un projet de reconversion, comme je disais, via une formation ou une création-reprise d'entreprise. Et donc, 5 étapes obligatoires pour le salarié, avec des acteurs qui interviennent à tour de rôle. Donc,
Première étape, il faut s'assurer de votre éligibilité. Donc, vérifier qu'il y ait bien les 5 ans d'activité professionnelle avant de vous engager dans ce dispositif. On renvoie souvent donc, les salariés vers le site de France Travail, démission-reconversion.gouv.fr, qui vous permet, vous, en tant que salarié, de pouvoir, via un simulateur, rentrer vos périodes travaillées pour voir si, effectivement, vous êtes éligible ou pas au dispositif, si vous remplissez en tout cas bien les conditions des 5 ans d'activité professionnelle. Deuxième étape qui est obligatoire, contrairement au dispositif que je présentais tout à l'heure, dans le cadre du PTP, le CEP n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Dans le cas du dispositif démissionnaire, c'est une étape qui est obligatoire. Donc, Virginie vous présentera tout à l'heure plus en détail le service CEP et les différents opérateurs qui dispensent ce service. Et ensuite, vous devez donc déposer votre dossier auprès de Transition Pro pour faire valider le caractère réel et sérieux du projet. Donc, une fois donc, le caractère réel et sérieux validé, vous avez 6 mois donc, pour démissionner et vous inscrire à France Travail. France Travail qui va bien vérifier sur pièce que vous avez bien les 5 ans d'activité nécessaires pour pouvoir ouvrir des droits au dispositif. Et du coup, vous ouvrir donc les droits au chômage pour que vous puissiez mettre en œuvre votre projet et vérifier également que le projet soit bien mis en place voilà, dans le cadre de cette indemnisation. Voilà, pour bénéficier de ce dispositif, il ne faut pas que la formation ait déjà démarré, il ne faut pas que la création d'entreprise également soit déjà validée. Voilà pour le dispositif d'émission reconversion. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, j'avais mon micro fermé. Il n'y en a pas beaucoup, très étonnamment. Ouais, existe-t-il des dispositifs équivalents pour le secteur public? Malheureusement, pas à ma connaissance. Quelqu'un qui demande si le raccourci de 2 mois peut être raccourci. Alors, les 2 mois correspondant à on est sur quel dispositif? 2 mois pour que toujours démissionnaire, pour que le dossier soit examiné en commission. Alors, pareil, hein, les délais sont différents en fonction des régions. Ce sont des délais d'instruction de dossiers. Moi, je parle pour l'Occitanie. Il faut à peu près, oui, 1 mois et demi à 2 mois entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où il est examiné. Après, comme je vous l'ai dit, tout dépend des régions. En tout cas, concernant l'Occitanie, il n'y a pas de possibilité. Enfin, les délais sont impératifs, incompressibles. Et ces délais, comme je disais, vont entre 1 mois et demi et 2 mois. Donc, il y a une question aussi sur le fait qu'il soit possible ou non de se former via un PTP, puis ensuite de mobiliser le dispositif d'émission reconversion pour créer son entreprise. Tout à fait, c'est possible. C'est prévu. Il n'y a pas d'empêchement prévu dans les textes. Quelqu'un qui demande quand commence l'indemnisation chômage? Alors, l'indemnisation chômage commence à partir du moment où vous vous inscrivez, vous démissionnez, vous vous inscrivez à France Travail. Du coup, à partir de là, alors, je ne connais pas les délais de France Travail, mais à partir du moment où vous vous inscrivez, que vous faites une demande d'allocation, vous présentez votre attestation du caractère réel et sérieux de votre projet. Normalement, les choses se font en suivant. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de délai de carence comme il peut y avoir dans une démission classique. Si vous démissionnez de façon classique, il y a un délai de carence de 4 mois avant de pouvoir percevoir les ARE. Là, dans le cadre du dispositif démissionnaire, les choses se font voilà, dans la foulée, en tenant compte des
des délais classiques en fait de France Travail dès lors que vous vous inscrivez à France Travail. Quelqu'un demande aussi si le dispositif peut être mobilisé dans le cas d'un projet de formation qui ne soit pas inscrit au RNCP. Tout à fait, c'est possible. Contrairement au PTP, où il y a une exigence de mobiliser en fait une formation certifiante, enfin en tout cas de faire une demande pour une formation certifiante. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, il n'y a pas d'impératif. Vous pouvez très bien, même les préparations au concours peuvent être éligibles au projet d'émission reconversion. J'ai aussi une question que je vais retrouver. Oui, sur lorsqu'on parle de 5 ans d'expérience salariée continue, est-ce qu'on n'entend pas d'interruption de travail, par exemple 2 mois au chômage entre 2 contrats? Alors, effectivement, non, pas d'interruption de travail pendant. On est bien sur 1300 jours travaillés au cours des 60 derniers mois, donc on est sur une continuité. Si vous avez été au chômage pendant 2 mois, ça ne va pas fonctionner. Comme je vous ai dit, il y a des simulateurs, il y a un site à nos France Travail que je pourrais vous mettre dans le chat. démission-reconversion.gouv.fr et vous avez la possibilité de rentrer les périodes travaillées et de pouvoir justement vérifier si vous êtes bien éligible au dispositif. Alors, il y a aussi des questions sur est-ce qu'on peut mobiliser le dispositif après une rupture conventionnelle, après un licenciement économique. Donc, juste pour rappel, il faut être salarié pour pouvoir démissionner. Donc, si vous avez bénéficié d'une rupture conventionnelle, le dispositif d'émission reconversion est nul et non avenu, j'ai envie de dire. Oui, et puis effectivement, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, l'objectif, c'est, si vous faites une démission reconversion, c'est de percevoir les allocations retour à l'emploi. Il y a votre projet effectivement à mettre en œuvre, mais si la rupture conventionnelle le permet, vous ouvre des droits au chômage également. Oui. Et c'est France Travail qui prendra le relais. Et une question aussi sur le fait de travailler à temps partiel. Est-ce que quand on travaille à temps partiel, donc pas à temps plein, est-ce que la démission pour reconversion est possible? Oui, tout à fait. Tout à fait. À temps partiel, oui, tout à fait. La démission reconversion est possible. Et enfin, une dernière question sur est-ce qu'un congé maternité est considéré comme une interruption? Non. Dans le calcul des 5 années. Arrêt maladie, congé maternité sont indemnisés, donc ne sont pas considérés comme des interruptions de contrat. Rentrent dans le cadre des 1300 jours travaillés. Voilà. Ce que je voulais rajouter juste, c'est que le dispositif d'émission reconversion, ce n'est pas un dispositif de financement. Donc, oui, en fait, très important. Il y a besoin absolument de passer par le conseil en évolution professionnelle parce que l'idée, c'est aussi de travailler sur comment vous allez financer votre projet. Voilà. Je le dis souvent comme ça, c'est une autorisation administrative à démissionner en ouvrant des droits aux allocations parce que vous avez un projet que vous avez travaillé. C'est ça. Bien, Freddy. Je le présente bien quand je le présente. C'est très bien, c'est exactement ça. Et merci pour la précision, parce que c'est vrai que c'est très, très important, hein, le fait qu'on ne soit pas dans le cadre, enfin, qu'il n'y ait pas de financement, en tout cas, prévu dans le cadre du dispositif démissionnaire. Lorsque vous avez un projet de formation, il faut justement anticiper cette question et, de toute façon, on vous le demande dans le dossier. Est-ce que vous avez prévu un financement possible via votre CPF autonome, via éventuellement, si c'est une formation qui fait partie du plan régional de formation de la région, éventuellement via la région, un apport personnel, mais il faut l'anticiper parce que du coup, Transition Pro ne finance pas dans le cadre du dispositif démissionnaire. Alors, je vais juste vous faire un petit topo très rapide sur le CPF parce que maintenant, tout le monde le connaît, le CPF. Hein. Le CPF, c'est aussi des droits que vous avez en tant que salarié, que vous soyez salarié du privé ou du public d'ailleurs, et même en tant qu'indépendant, vous avez droit à 500 € par an qui sont réservés pour financer exclusivement de la formation. Cette cagnotte pour financer de la formation est plafonnée à 5 000 €. Si vous n'avez aucune qualification ou que vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
la somme annuelle est majorée de 300 € et le plafond à ce moment-là est porté à 8 000 €. Je parlais des personnes qui travaillent dans le secteur public, c'est un petit peu différent. Vous n'avez pas, vous, un compte CPF en euros, mais ce compte CPF, il est exprimé en heures de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut financer de la formation certifiante ou des blocs de compétences de formation certifiante. Ça peut financer de l'accompagnement à la VAE, ça peut financer des bilans de compétences, la certification CLEA, de l'accompagnement et du conseil à la création d'entreprises, à condition que ce soit un accompagnement qui soit reconnu. Et également, il peut servir, ce CPF, à financer les permis de la route. Alors, permis de la route, pas de permis bateau encore, mais le permis B ou le permis A, si on n'a pas de permis B, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que le CPF, il se mobilise en général en dehors du temps de travail parce qu'il ne permet de financer que des coûts de formation. Il ne permet pas de financer du salaire. Donc, si vous voulez utiliser votre CPF pour financer une formation sur votre temps de travail, il faudra obtenir l'autorisation de votre employeur qui peut refuser autant de fois qu'il le souhaite, contrairement au PTP dont on parlait tout à l'heure. Par contre, s'il accepte que vous partiez en formation sur votre temps de travail en utilisant votre CPF, il va devoir vous maintenir le salaire puisqu'à ce moment-là, ce temps de formation constituera du travail effectif. Selon votre situation, les montants dont on parlait tout à l'heure, 5 000 €, 8 000 € ou en tout cas quel que soit le montant que vous avez sur votre compte CPF, peuvent être aussi abondés selon votre situation. Alors là, c'est très technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que dans certaines situations, vous pouvez avoir plus d'argent que le commun des mortels sur votre CPF en raison de votre situation. Et une petite chose à savoir quand même, c'est que depuis l'an dernier, quel que soit le montant que vous utilisiez sur votre compte CPF, on va vous demander une participation à hauteur pour l'année 2025 de 102,23 €. Certaines personnes sont dispensées de cette participation forfaitaire obligatoire. C'est le cas des demandeurs d'emploi, donc les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi à France Travail, des personnes pour lesquelles l'employeur, l'OPCO ou un accord de branche va venir apporter de l'argent supplémentaire. Donc, voilà, ceux qui ont un financement supplémentaire. Et aussi les personnes qui utilisent leur compte de pénibilité pour compléter le financement ou l'abondement qu'ils ont parce qu'ils ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, voilà pour le CPF. Je passe très rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes 42. Donc, je voudrais surtout, avant toute chose, vous refaire un petit rappel sur le conseil en évolution professionnelle, qui est un très bel outil qui permet de faire le point sur sa situation, d'être accompagné, d'être écouté, d'être soutenu. Juste les grands principes que je tenais à vous rappeler, c'est la gratuité, la confidentialité, la neutralité, la proximité et le fait que ce service soit entièrement personnalisé puisque vous êtes accompagné par un référent qui est votre référent unique. En fonction de votre situation, vous pouvez soit faire appel au réseau Avenir Actif si vous êtes salarié ou indépendant, soit à l'APEC si vous êtes cadre. Les demandeurs d'emploi doivent s'adresser à France Travail, les jeunes de moins de 26 ans aux missions locales et les personnes en situation de handicap à Cap Emploi. Néanmoins, je reviens sur la question qui a été posée en début de webinaire sur le chat. Quand on est cadre accompagné par l'APEC, on est déjà accompagné. Donc, on ne peut pas être accompagné par Avenir Actif en même temps. On ne peut pas avoir de double accompagnement. C'est un petit peu le principe. Voilà, c'est un accompagnement unique avec une personne unique qui vous accompagne. Par contre, si vous êtes cadre et qu'aujourd'hui, vous vous demandez, vous avez le choix entre être accompagné par l'APEC ou être accompagné par Avenir Actif. Vous avez toujours le choix. Même chose si vous êtes en situation de handicap et que vous êtes salarié, vous pouvez choisir d'être accompagné par Cap Emploi ou par Avenir Actif. Et si vous êtes cadre en situation de handicap, Avenir Actif, voilà, vous avez compris le principe. On a parlé aussi beaucoup de reconversion aujourd'hui. Je voulais aussi vous préciser que le conseiller en évolution professionnelle, l'objectif, ce n'est pas forcément une reconversion. Vous pouvez tout à fait avoir besoin à un moment donné
d'avoir un lieu neutre, une écoute attentive, envisager les possibles, préparer votre entretien professionnel, envisager une promotion interne. Voilà, restez un petit peu en veille sur les opportunités, voilà, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur votre terrain professionnel à vous. Voilà, toutes les questions qui sont en lien avec votre vie professionnelle peuvent tout à fait s'inscrire dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, pour prendre rendez-vous, vous avez le site du CEP, je trouve mon conseiller, et en fonction de votre région, vous serez redirigé et vous aurez un rendez-vous très, très rapidement, à distance ou en présentiel, comme vous le préférez. Je vais juste conclure en essayant d'attraper une ou deux questions dans le chat. Allez, je vais essayer d'en trouver une, mais le chat s'agite dans tous les sens, donc je n'arrive pas à attraper une question. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin, finalement. Je n'arrive pas à attraper une question qui a… Pour un licencié économique inscrit à France Travail et cadre, oui, vous pouvez vous faire accompagner par l'APEC. Voilà, j'aurais répondu à une dernière question. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence et j'espère que ce webinaire aura pu vous apporter un petit éclairage. Et puis, voilà, n'hésitez pas, vous avez des outils à votre disposition, utilisez-les. Freddy, tu veux peut-être dire quelque chose, quelques mots de conclusion? Oui, donc ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact. Vous n'êtes pas tout seul lorsqu'il s'agit de réfléchir à votre carrière, à votre stratégie d'évolution professionnelle. Les CEP, n'hésitez pas à les contacter. C'est toujours pertinent et précieux d'avoir un regard externe un petit peu sur votre projet et un regard d'expert. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner et puis à contacter si vous rentrez dans le cadre des dispositifs liés à la reconversion dont on a parlé, à prendre contact avec votre transition pro. Et voilà, et vous retrouverez le replay dès demain sur le site des semaines de l'évolution professionnelle et vous aurez accès également au support. Merci encore à tous et à toutes. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis peut-être que je vous reverrai sur un autre webinaire. On aura peut-être l'occasion de se recroiser. À bientôt, passez une bonne soirée.